Yo, salut à toutes, salut à tous, c'est Authentique, bon appétit, puisqu'on se retrouve aujourd'hui, mardi à midi, non pas pour un manga vorace, mais bel et bien pour le top manga vorace du mois de novembre. Toutes mes lectures du mois de novembre, classées de la 20e à la première place. On en parle tout de suite après le générique. Et donc on démarre avec le manga classé 20e ce mois-ci. C'est un manga dont j'ai fait la découverte parce que c'est un tome 1, c'est une nouveauté d'un auteur qui avait fait vraiment sensation avec sa première série en 2 saisons, qui nous parlait de ghouls dans Tokyo. Mais là, ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris, mais pas du tout. Je n'ai absolument rien compris. Vous l'avez trouvé, je parle de Chujin X, le tome 1, avec une cover que je trouve très agréable, que ce soit dans le toucher ou que ce soit dans l'impression qu'elle dégage. Comme on dit, l'habit ne fait pas le moine, tout simplement parce que ce que vous allez retrouver à l'intérieur est extrêmement classique. Alors c'est bien fait, certes, c'est très bien fait, il n'y a pas de problème, mais c'est extrêmement classique par rapport à ce que la couverture nous propose en vérité. Et je m'attendais à quelque chose de plus marqué, de plus marquant. On est tombé dans un scénario assez lambda, qui me faisait un peu penser à Jin, qui me faisait un peu penser à Tokyo Ghoul, qui me faisait un peu penser à pas mal de mangas déjà lus dernièrement, sans y retrouver beaucoup de touches d'originalité. En plus, j'avoue, j'ai pas vraiment compris où on allait après ce premier tome. Alors, est-ce que ça pose l'histoire? Sûrement, mais à un moment, l'histoire, faut faire plus que la poser, il faut la raconter aussi. Et là, moi, j'ai rien compris. Je n'ai rien compris. 20e position pour Chujin X, ce mois-ci qui, je dois bien l'admettre, est une vraie petite déception. Ça arrive de temps en temps. En 19e position. Alors, c'est une déception, mais comment vous dire, j'avais adoré le premier tome. Hein, j'avais vraiment adoré l'originalité, ce côté un peu inversé que proposait l'auteur à travers son zombie intelligent. Je parle des Affamés, donc la lecture des tomes 2 et 3. Là, c'est pas une déception en fait. J'ai été presque offusqué de la possibilité que l'histoire, de la tournure que l'histoire pouvait prendre. Et les auteurs, on a l'impression qu'ils ont mis le frein à main au dernier moment. Ils font non, on va pas faire ça, on va quand même changer. Mais franchement, ouais, c'était très limite et voilà, bon, bref quoi. Alors, certains forcément vont dire tiens, ça m'intéresse, je vais aller voir. Ouais, si vous voulez. J'ai pas trouvé cette histoire très maligne. Je trouve que finalement, ce zombie intelligent, il est beaucoup trop humain. Et ça devrait pas se passer comme ça. Voilà. Alors, de base, c'était rigolo, mais là, pour le coup, pareil, ça n'a pas vraiment pris. Et puis surtout, je vous dis, j'ai été très distant de ce que j'étais en train de lire et de me demander vraiment où ça allait aller. 19e place donc pour Les Affamés. En 18e position, un auteur que j'affectionne, pourtant que j'aime beaucoup, avec un recueil d'histoires courtes. Là, j'ai beaucoup aimé cet auteur à travers Tokyo Allen Bros, à travers Mauvaises Herbes par exemple. Vous m'avez vu venir, je parle de Keigo Shinzo, et c'est Le Jour du Typhon. Alors, Le Jour du Typhon, on a de bonnes histoires, et on en a des très moyennes, voire de très moyennes, voire passables, mais honnêtement. Du coup, surtout la première, en fait, moi qui ni chaud ni froid. Donc je suis rentré dans un manga avec une première histoire qui déjà ne portait pas le nom du manga, alors que d'habitude, bon voilà, ça démarre plutôt comme ça. Mais là ça n'allait pas du tout. C'est une petite déception également au niveau du rythme, au niveau de l'originalité, même si certaines, je vous le dis, sont bonnes, mais comme on est sur un recueil, on va évaluer l'ensemble. C'est un auteur que j'aime bien, je suis pas mécontent d'avoir ce titre, mais je suis quand même un peu déçu de l'avoir acheté. En tout cas plein pot. Voilà, là aussi, ça peut arriver. Ce sera donc 18e place pour Le Jour du Typhon. 17e position pour un manga que j'aime bien. Vraiment, j'aime bien. Mais, alors là, pour le coup, j'ai fait la lecture de deux tomes, je crois, de retard que j'avais. Là, pour le coup, il y en a un des deux, mais qui m'a ennuyé. Alors, c'est celui-là. Il y en a un des deux, mais vraiment, je me suis ennuyé. J'ai trouvé ça long, j'ai trouvé ça assez pénible à lire parce qu'on était dans une sorte de rituel d'enchaînement de matchs. Là, je parle de Blue Lock, le tome 10. Voilà, ça enchaîne. Et en fait, il se passe pas grand-chose au niveau du scénario. Vous perdez, vous rétrogradez, vous perdez un joueur. Vous gagnez, vous récupérez un joueur.
de l'équipe qui vient de perdre et puis vous allez dans le tournoi au-dessus. Non, il y a un moment, ça fait un peu montante descendante, mais là ça fait quand même pas mal de tomes que ça dure. Moi je suis un peu déçu là, il va falloir que ça s'active parce que encore un tome comme ça va m'énerver en fait, ça va m'énerver. J'aime bien le manga, j'aime bien le principe, l'idée de base très radicale mais qui finalement au fur et à mesure du tome on s'aperçoit bien de toute façon que ça c'est pas possible. Donc là c'était pénible à lire, je me suis ennuyé. Donc 17e position pour Blue Lock. Idem, un manga que j'aime bien, et pareil, je me suis relativement ennuyé avec la lecture de ce titre. Une auteure Akane Torike que j'avais bien aimé avec En proie au silence, avec Sans préambule, et également Saturn Return. Sauf que ce tome-là, le tome 3 de Saturn Return, et ben pareil, j'étais en train de me dire mais là il faut vite que j'arrive à la fin, j'ai autre chose à faire quoi. Alors en plus, hein, comme d'habitude, vous voyez les fameux, là on voit pas, là est-ce qu'on voit, vous voyez cette différence de couleur, voilà, donc les flashbacks qui n'en finissent plus, je n'aime pas ça, j'ai l'impression qu'on essaye de raconter quelque chose pour se justifier en fait qu'on n'avance pas quoi, alors oui ça sert à comprendre, non, ça sert pas à comprendre l'histoire. Ça sert à en rajouter, et je pense qu'on peut s'en passer. Bon, bref, je trouve que ce sont pas des flashbacks quand c'est aussi long. Quand c'est aussi long, c'est juste l'histoire en fait, quoi. Et il y avait juste qu'à l'agencer différemment, j'en sais rien, mais moi, un flashback, c'est quelques pages, tac, ça fait le rythme, ça revient, et on y va. Je sais pas, vous, quand vous avez des flashbacks et que vous pensez quelque chose, ça dure pas 1 heure. Hein, d'un seul coup, un souvenir, ça dure quelques secondes, et puis terminé. Bon, bref, là, je me suis ennuyé également parce que ça n'avance pas, et que j'ai pas du tout apprécié le rythme de ce titre. Il sera donc en 16e position, un titre que j'aime bien pourtant. En 15e position, la découverte d'un nouveau titre. On est chez Meian, et à l'inverse de ceux que je n'ai pas aimé, celui-ci je l'ai aimé parce qu'il proposait quelque chose d'assez léger, certes, mais il l'assumait, et il l'assumait bien. C'est vrai que c'est pas forcément fou au niveau du scénario, mais il remplit son rôle dans le rôle qu'il a choisi d'être en fait. Donc le 9 août, tu me dévoreras est en 15e position, parce qu'on a des dessins qui sont plutôt modernes, dynamiques, relativement tranchants, avec des scènes d'action bien marquées. C'est plutôt sympathique, parce qu'on a un jeu de noir et blanc que je trouve assez original, qu'on retrouve, qui est plutôt bien maîtrisé. Voilà. Alors, par exemple, hop, et hop. Voilà, par exemple, voilà, on a des choses qu'on voit pas forcément d'habitude, donc ça c'est plutôt agréable, hein, parce que ça casse un peu le rythme de lecture, parce qu'on est d'un seul coup attentif à ce que l'auteur a proposé comme dessin, donc on regarde un petit peu plus attentivement, ça joue. L'histoire, globalement, reste assez banale, mais je vous le dis, c'est pas le problème, le manga fait bien le travail dans son genre, donc il sera à la 15e place ce mois-ci. Et à la 14e position, alors attention, on va pas faire tout s'écrouler, bon là celui-là je pense que vous avez trouvé, hein. D'ailleurs, ça y est, d'ailleurs effectivement on les voit de dos, mais si vous avez envie de deviner, vous pouvez, hein, on voit les différentes hauteurs, bon bref. Alors celui-ci c'est un diptyque. 2 volumes, le premier était très bon, le deuxième était juste bon, avec un final bon assez léger, ça passe, mais j'aurais peut-être préféré quelque chose d'un peu plus fou, avec un grain de folie, mais un grain de folie de l'ordre de la psychiatrie, quelque chose de plus ancré, et finalement on est sur un final assez banal. Ça reste pas mal quand même, moi j'ai passé un bon moment de lecture avec les 2 tomes. Le petit reproche, ce sera que ces 2 tomes-là ne sont pas sortis en même temps, ce qui casse un peu le plaisir de lecture, je vous avoue. On est sur Mon mari dort dans le congélateur, ça reste une œuvre très sympathique, bien dessinée, un petit thriller rapide. Si vous êtes adepte des séries courtes, avec un petit peu de suspense, avec un petit peu de polar, de psychologie, pourquoi pas de fantastique, une bonne lecture que je recommande en cette fin d'année parce que j'ai passé un bon moment. 14e place, donc 13e position, bon là vous l'avez reconnu, c'est du one shot, c'est la fameuse collaboration entre Moebius et Taniguchi avec Icar. Alors Icar a des dessins fantastiques, franchement, vous me mettez Icar juste pour les dessins dans le classement, il est quelque part ici. Mais vraiment, pour la qualité de l'édition, je pense que même elle est devant. Pour le scénario, ça monte, et puis là on sort le soufflet du four, et puis pff, ça fait un gros pchit, c'est l'échec, fail, terminé. Donc, dommage.
Vraiment dommage, cette sensation qu'il n'y a pas de fin. Dommage. Ceci dit, je reste tout à fait content de posséder ce titre parce que il est assez unique en son genre quand même, une collaboration de Moebius et de Jiro Taniguchi. Je trouve ça assez incroyable. Je suis très content de l'avoir tout de même. Et si vous m'avez suivi, c'est pas sans rappeler que ce fameux duo-là qui réunit fait vraiment penser à du Katsuhiro Otomo. Icar donc en 13e position. Ce mois-ci, en 12e position, perdu dans l'univers labyrinthique de la ville et dans les méandres amoureux entre deux adultes qui travaillent au même endroit, agence immobilière. Je parle de Kowloon, avec cette comédie romantique où se mêle un petit peu de fantastique, pas mal d'humour également, beaucoup de fraîcheur, pas mal de bouffe aussi, parce que voilà, le manga respecte bien tous les codes et tout l'univers complètement dingue, oppressant, labyrinthique, rythmé, vif, plein de vie par moments, et puis d'un seul coup plein de calme de Kowloon, plein de calme quand vous êtes tout seul dans votre appartement par exemple, on sent ces moments de pause qui se dégagent à travers un trait extrêmement fin, quasiment du shoujo. C'est très agréable de lecture, c'est très frais, c'est très amusant également, et puis certaines choses sont dévoilées comme ça au fur et à mesure. On passe vraiment un bon moment de lecture avec ce titre. 12e position pour Kowloon, qui, je pense, n'a pas fini de nous surprendre avec quelques petites révélations, mais on verra bien. 11e position avec du Kazuo Umezu et Le Vœu Maudit, ce petit recueil qui était pas mal, même si ce n'est pas un auteur que j'affectionne particulièrement. J'ai quand même pas mal de mal à le lire, je trouve ça un peu vieillot, et ça l'est en termes d'années. Je trouve ça manque un peu de rythme, ça fait allusion à des choses qui sont un peu vieillottes, des références également qui sont un peu vieillottes, que ce soit même dans le vocabulaire ou dans les références. Alors ça passe, les histoires ne font pas toujours peur, parce qu'elles sont un peu vieilles, mais Le Vœu Maudit n'était pas désagréable à lire quand même. Il y a d'autres titres de Kazuo Umezu que j'ai nettement moins préférés. Donc je le mis 11e, 11, j'ai envie de dire bien mais pas top. En 10e position, encore un auteur qui a un style particulièrement vieillot. Pourtant, c'est un manga de 2016 et on a l'impression d'avoir quelque chose, mais des années, et c'est pas péjoratif, mais des années 70-80. Vraiment, je parle de Box avec sa cover absolument ignoble. Si vous avez envie de vendre du manga, je pense que c'est exactement ça qu'il ne faut pas faire, vraiment. Et au niveau du style, voilà, on est là aussi dans quelque chose de très figé, très ancien, très old school pour le coup. Mais la particularité de Box, c'est que vous allez rentrer dans un cube qui va vous proposer des jeux. Chaque participant qui est rentré dans le cube, c'est pas sans rappeler un certain film, va avoir une énigme à résoudre avec des pièces comme ça qui apparaissent, qui disparaissent. C'est plutôt sympathique. Voilà, ça marche. Alors ce sera en 3 tomes. Préférez peut-être la sortie des 3 tomes pour en faire une lecture complète, ou achetez-les au fur et à mesure et lisez-les uniquement quand vous aurez les 3. C'est vrai que moi j'ai été un peu déçu de terminer ce manga et de me dire mince, il va falloir attendre le tome 2, bon tant pis, on va prendre notre mal en patience et puis on verra bien. Il est fidèle à lui avec son style. Là pour le coup, je peux vous dire, évolution du trait, 0 quoi. Mais c'est pas mal, 10e position pour Box. Bon, 9e position, vous l'avez vu, bon j'ai le collector parce qu'en fait je l'ai oublié de l'attraper tout à l'heure, j'avais le collector sous la main là. Donc Aoashi tome 12, vraiment un manga de foot qui lui place incroyablement bien les codes du foot, à l'inverse de Blue Lock qui s'en détache et qui met dans tous ses excès. Aoashi respecte vraiment cet univers de l'école de foot, l'école de la vie, du football, les valeurs du foot, tout ce que vous voulez. Et on va voir la progression de notre jeune héros qui va évoluer dans une équipe, qui va essayer de progresser, même s'il n'évolue pas toujours là où il voudrait jouer. Ce qui est très très fort avec Ohashi, c'est que la fin de chaque tome donne envie de lire le suivant. Et ça, c'est un gage de qualité. C'est vraiment la grande force, en plus de son trait qui est absolument génial, parce qu'il est à la fois moderne mais un peu rétro, de son rythme qui respecte bien les codes du shonen de sport. Vous avez cette capacité à rendre la série intéressante et à avoir envie d'aller chercher le tome suivant à chaque fois. Donc un grand bravo. Il est 9e ce mois-ci.
8e position. Ah, ça se joue à pas grand chose avec Awashi honnêtement, mais j'ai beaucoup aimé cette série dans son intégralité et là elle est notée pour l'ensemble et Awashi n'est pas encore fini donc ça joue dans mon classement. Je parle de Kengan Ashura, donc il est en 8e, hein, c'est ça? Il est en 8e position et voilà, c'était la fin de cette saison, peut-être qu'il y aura une suite, je sais plus trop, je crois que oui, et donc nous avons la fin du tournoi et pendant 27 tomes on se régale de techniques mais qui font mal des fois. Oh la vache, c'est beau, de personnages badass vraiment bien marqués à la Baki, d'un humour avec le commentateur des combats qui est relativement drôle et qui pose bien les choses, de contraste entre des personnages extrêmement puissants, prêts à se battre, chargés de testostérone, et d'autres personnages beaucoup plus mafieux, beaucoup plus pervers, beaucoup plus malsains, qui contournent un peu les règles. Bon, c'est plutôt pas mal en vérité, c'est bien construit, ça se prend pas la tête et c'est efficace du début à la fin. 8e position pour Kengan Ashura. En 7e position, on retrouve notre maître de l'horreur avec les histoires courtes de Junji Ito, une très belle édition chez Delcourt, mais des histoires qui certaines sont très bien et puis d'autres un peu moins bien. C'est évidemment le principe des recueils. J'ai passé un bon moment, ceci dit, petit reproche quand même par rapport au prix et à l'épaisseur du titre. Là, bon, ça fait un peu... Ouais. Bon, bref. C'est un bon titre. Est-ce que Junji Ito, on va le retrouver par la suite? Peut-être. En tout cas, celui-là, je recommande la découverte. De toute façon, encore une fois, je me répète, mais je recommande la découverte. Je recommande la découverte de Junji Ito à travers ses recueils, ou alors peut-être à travers un autre titre. Celui-ci ferait parfaitement la blague sous le sapin si vous n'avez pas d'idée de cadeau, par exemple. On vous dit, tiens, tu veux un manga et que ça vous botte, celui-là peut faire l'affaire. D'ailleurs, en parlant d'idées cadeaux, je vous donne rendez-vous vendredi. 6e position maintenant pour une comédie romantique que je découvre et que j'apprécie particulièrement. Alors je découvre, c'est son tome 2, mais j'avais découvert le tome 1 à l'occasion d'un J'achète vos mangatels. J'avais toujours pas fait la lecture du tome 2, enfin son acquisition et sa lecture, ça y est, c'est fait. Je parle de Cigarette en Chéri. Là aussi on a un style comédie romantique, avec évidemment un homme, une femme, alors c'est pas obligatoire, mais là c'est ça, et forcément d'autres personnages qui vont se greffer avec des quiproquos, des non-dits. Il y a une certaine différence d'âge qui amène évidemment une différence de maturité et de compréhension des situations et des relations à avoir, des positions, des postures à adopter selon certaines situations de la vie de tous les jours. C'est plutôt sympa. Ce personnage-là, féminin, est plein de mystères, mais elle est très charmante et on se régale en fait à suivre les péripéties de notre jeune héros qui essaye tant bien que mal de montrer qu'il est là, quoi. Donc c'est vraiment sympa. J'ai hâte de découvrir la suite et j'en parle en plus parce que le tome 11 est sorti et donc ça finit au tome 11. Une série que je vais suivre assidûment, on en reparlera. En 5e position, encore une série qui s'est terminée, un thriller en 5 tomes qui était vraiment là aussi bon du début à la fin. Je juge l'ensemble et c'est pour ça qu'il est là. Parce qu'il n'y a rien à dire. Quand sonne la tempête, vraiment une bonne œuvre, un bon thriller, un peu déjanté, bien pété, bien rythmé, un peu sale dans le trait, dans l'univers qu'il propose, dans l'environnement, dans la vie de tous les jours des personnages, avec finalement un final auquel je ne m'attendais pas forcément, qui a réussi à me surprendre, qui m'a fait sortir du chemin de la route sur laquelle je pensais être engagé en fait, et ouais, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. 5 tomes, série courte thriller, très efficace, 5e position ce mois-ci. 4e position, avant de rentrer dans le trio de tête. 4e position, c'est quoi? Ah oui, j'ai hésité, mais c'est un tome 1, et donc on a fait la lecture des 2 premiers tomes, c'est une découverte, c'est une nouveauté, mais je me donne un petit droit de réserve par rapport à l'éventualité d'une suite encore mieux ou moins bien. On est chez Mangetsu, c'est du manga de sport, c'est du basket, et je parle de Deep Free, vraiment très rythmé, incroyable de vivacité, d'énergie, d'impulsion. J'avais peur, moi, de ne pas retrouver ce qu'on retrouve dans Slam Dunk, en point de vue passion, vraiment énergie dégagée, avec un personnage assez iconique. Et là, je dois dire qu'on l'a, quoi. On l'a. Et qu'est-ce que ça va donner par la suite? Je ne sais pas, mais franchement, très bon titre si vous aimez le basket, si vous aimez le manga de sport. Alors là, foncez, parce que celui-là va vous plaire. 4e position pour Deep Free. Et on rentre dans le trio. Alors 3e position pour un thriller encore en 3 tomes, et là pareil, du début à la fin, c'était nickel.
mais vraiment très très bon, avec un scénario bien construit, bien pensé, bien amené, peut-être un tome 2 un poil en dessous qui ralentit un peu l'intrigue pour aller placer le dernier tome et donner toute sa conclusion. C'est vrai qu'en 2 tomes ça aurait été compliqué de tout dire, et je comprends avec la lecture des 3 tomes que le tome 2 était peut-être un peu plus lent que le premier, qui présentait une histoire bien glauque, hein, vraiment dégueulasse, et rythmée, et qui nous tenait en haleine, et le tome 3 qui donne tout son dénouement. Est-ce que vous avez vu de quoi je parle? Oui, peut-être. Adabana, que je conseille encore, là ça fait 3 thrillers, voilà, 3 tomes, et les dessins sont très modernes, très très bons, franchement, là aussi. L'histoire nous le place, la nature humaine dans toute sa noirceur, c'est vrai, mais pas que. Il y a énormément de sentiments qui sont traversés par les différents personnages. On s'est régalé, hein. Franchement, c'est un bon titre, et j'en referai une lecture prochainement, une relecture prochainement, avec grand plaisir quand j'aurai le temps. Et là, par contre... Seconde position pour la découverte d'un titre et d'un art absolument improbable. Je ne connaissais absolument pas ce qu'était cette espèce de théâtre individuel posé sur une serviette avec, je crois, comme seul outil d'expression un éventail et un mouchoir, plus votre capacité à changer comme ça, à switcher de personnage pour raconter quelque chose. Je parle du Rakugo à la vie, à la mort, chez le Lézard Noir, gros tome, façon La Cantine de Minuit. Des dessins très simples également, comme dans La Cantine de Minuit, parce que l'essentiel n'est pas là. L'essentiel va être dans la narration, dans l'expressivité des personnages, et là, pour le coup, on est dedans, on se régale vraiment, 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 absolument de ce titre, dont le 5e tome, je crois, aurait dû sortir en décembre, mais j'ai l'impression que le Manga Collect l'a un peu switché, donc il est possible qu'il y ait un certain report. C'est pas plus mal, parce que c'est un titre... ça fait encore un budget, mais et puis j'ai du retard dans la lecture, hein. J'ai lu que le tome 1 sur les 4 que je possède, donc je suis pas pressé non plus que le 5 sorte finalement. Je conseille, honnêtement je conseille, si vous aimez le Lézard Noir, si vous avez l'habitude de suivre mes conseils par rapport à ce genre de titre, les Mikaki, La Cantine de Minuit, tout ça, oh oui. Seconde position pour le Rakugo, et le premier fait le retour de notre maître de l'horreur, avant pourquoi pas de le croiser à Angoulême, on sait jamais, hein, sur un malentendu. Soichi, tome 1, avec sa couverture unique. Pourquoi il est premier? Il est premier ce mois-ci parce que moi je m'attendais à lire des histoires qui allaient se poser les unes après les autres, et Soichi, qui n'est pas forcément mon personnage préféré, et pour lequel je me suis pris d'affection, presque de sympathie, même si en fait c'est un personnage qui est absolument dégueulasse, ignoble, pénible, voire chiant, tout le temps en train de perdre le monde. Et il fait pas peur, Soichi, d'ailleurs c'est un peureux, hein. En vérité c'est un peureux, globalement, quand il y a de l'horreur dans le manga de Junji Ito, dans les histoires de Soichi, c'est Soichi le plus peureux de tous. Lui il est plutôt machiavélique, diabolique, voilà, toujours à faire un coup fourré, à laisser traîner ses oreilles pour essayer de mettre la misère à tout le monde. Mais les histoires se suivent en plus, et il y a une narration qui se pose, qui s'installe, et c'est sympa, franchement c'est sympa, et Junji Ito là signe vraiment un très très bon manga avec son titre Soichi. Moi je me suis régalé, donc je vous avais dit, je conseille Junji Ito avec ses histoires courtes, mais finalement Soichi pourrait très bien faire la blague, c'est le premier du classement Mangaboras de novembre. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo qui j'espère n'est pas trop longue. Je vous donne rendez-vous vendredi, en attendant lisez plein de mangas, et moi je vous dis